Bonjour à toutes et à tous, enchantée. Moi, c'est Amandine. J'ai commencé à développer la communauté NoCode à Nantes il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'association NoCode France dans son conseil d'administration qui rassemble à peu près 14 000 personnes dans un Slack sur le NoCode, donc une petite communauté. Et le NoCode, aujourd'hui, c'est mon métier. Je vis de ça au quotidien. Et je vous propose cette table ronde aujourd'hui sur le no-code, ce choix que vous n'aurez pas le choix de faire, avec un titre un peu provoque, mais volontairement, avec 3 invités qui se présenteront juste après. Avant de commencer, on avait envie de vous connaître un peu plus, de savoir qui vous étiez et à qui on s'adressait. Donc, je vais vous poser des questions, et quand vous êtes concernés, je vous invite à lever la main pour nous le dire, comme ça on sait. Parmi vous toutes et tous, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans des DSI, des SI, des équipes techniques? Eh bien, ma foi, enchantée. Qui parmi vous connaît déjà le no-code? Ok. C'est bien, globalement, presque tout le monde. Ça va. Qui utilise régulièrement des solutions no-code? Un peu moins déjà. Pour qui parmi vous, le no-code, c'est le métier? Ah, on a 2. Qui parmi vous, et je le rappelle, même nous aussi on peut répondre, a des a priori sur le no-code? Qui autour de soi a des gens qui ont des a priori sur le no-code qui partagent avec vous? Bon, il y en a quand même, c'est bien, tant mieux, c'est cool, on est là aussi pour ça, pour répondre à tout ça. Donc, pour vous donner une définition du no-code, c'est une définition autour de laquelle beaucoup s'accordent, qui est proposée par Contournement. Le no-code, en fait, c'est l'ensemble des outils qui permettent de créer ou d'améliorer une solution numérique sans écrire une ligne de code. Donc on peut aussi réduire ça un peu à de la programmation visuelle. Ce qui est important là-dedans, c'est que ça reste de la programmation. Pendant longtemps, la question, c'était est-ce que le no-code vraiment va se développer, va arriver partout, etc. Aujourd'hui, la question de est-ce que le no-code arrive dans les entreprises n'est plus une question d'actualité. C'est un fait. Aujourd'hui, le no-code intègre les entreprises progressivement. On a des fiches de poste dédiées à des postes de développeurs no-code qui ouvrent dans des grandes entreprises, comme DocaPost par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on trouve des postes de développeurs no-code à l'Éducation nationale, au ministère des Affaires étrangères, etc. Donc ça intègre pas mal de structures et ça, c'est un point acté. Donc nous, on va se poser la question de plus l'intégration des outils no-code au sein d'une entreprise, sachant qu'on va rester vraiment sur le volet spécifique du no-code au service des solutions internes d'une entreprise. On va rester vraiment sur ce volet-là. Et notamment se poser la question de la cohabitation entre les équipes tech et les métiers là-dessus, le shadow IT, qui est un vrai sujet aussi. Sachant que ce choix, que vous n'aurez pas le choix de faire, vous pouvez le lire de 2 manières différentes, mais c'est surtout que vous avez un choix à faire et vous avez 3 options pour faire ce choix. La première, assez basique, c'est l'autruche. C'est très simple, mais ne pas choisir et déjà faire un choix. Donc ça peut en être un, voilà, tant qu'il est choisi. Vous pouvez le rejeter, ou sinon vous pouvez aussi l'accueillir, en tout cas le considérer. Nous, on arrive avec 2 affirmations. La première, c'est que si le no-code débarque dans votre entreprise d'une manière ou d'une autre, la réponse intelligente, c'est de l'accueillir ou en tout cas de la considérer, de se poser la question du no-code et de ne pas le rejeter, mais vraiment de se poser la question et de regarder ce que ça permet de faire et ce que ça vous rapporter. La deuxième affirmation qu'on a et qui est importante pour nous, c'est aussi que le no-code, c'est un sujet qui doit être porté par les DSI. Le no-code ne peut pas se faire sans les DSI. On développera un peu plus après et on vous expliquera pourquoi. Mais en tout cas, c'est 2 affirmations. Par contre, on ne va pas vous dire comment vous devez le faire. Chaque entreprise est différente. Donc chaque entreprise le fait à sa manière qui correspond à ses besoins. Pour discuter de tout ça, du coup, j'ai 3 invités avec moi que je vais inviter à se présenter. Isabelle, tu es chargée de marketing à l'ESA. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce que tu fais là-bas, ce qu'est l'ESA, et aussi ta découverte du no-code ainsi que ton usage au quotidien?
Bonjour, donc Isabelle Dulot, je travaille à l'ESA et donc je suis très contente d'être ici et on venait régulièrement et c'est comme ça aussi que j'ai découvert le no-code grâce aux événements Web Today qui avaient lieu ici. Donc à l'ESA on recrute... Peut-être que tu peux dire ce qu'est l'ESA. Oui, l'ESA, donc c'est l'École supérieure des agricultures. On est situé à Angers et à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'école existe depuis 1898, donc on est dans l'enseignement supérieur spécialisé. On a à peu près 3000 étudiants, on est 250 salariés, 200 enseignants et enseignants-chercheurs et 50 personnels administratifs. Et au sein du service communication, on est 10. Et plus spécifiquement sur tout ce qui va toucher la communication digitale, on est 2 personnes, plus une développeuse qui a un rôle très important dans tout ce qu'on a fait avec le no-code. Dans l'enseignement supérieur, là, actuellement, il y a les résultats Parcoursup qui tombent. C'est un secteur qui est très concurrentiel et notre métier à nous, c'est d'expliquer ce que sont les métiers de l'agriculture, d'attirer ces jeunes lycéens ou étudiants vers l'école. Et pour ça, on a choisi une stratégie. Alors, on sait que c'est un public qui est très digital. Donc, on a choisi une stratégie digitale basée sur les contenus et la data. Et grâce à ça, de personnaliser le plus les contenus et de les accompagner dans leur choix d'orientation. Et pour faire ça, et pour aller vite et personnaliser le plus possible les choses et le plus simplement possible, le plus efficacement possible, le no-code s'est imposé très, très simplement et très rapidement en fait. Aujourd'hui, votre stack, puisqu'en no-code aussi on parle de stack technique, il y a combien d'outils? Est-ce que tu peux en citer quelques-uns rapidement? Alors je pense qu'on a une dizaine d'outils qu'on utilise vraiment très très régulièrement. Donc on a, alors je sais pas, c'est peut-être pas du no-code, mais on a notre site qui est en WordPress, on a une web app qui est sous Bubble. Tous nos formulaires sont développés avec Tripetto, qui est un outil, je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus utilisé, parce que pour moi c'est vraiment supérieur en termes de conditionnalité. Comme on a des publics très différents, avec des formulaires comme ça, on a un formulaire et on peut s'adresser à plein de publics différents très facilement. Donc ça s'appelle Tripetto. Et on a Brevo, donc anciennement Sendinblue, pour tout ce qui est emailing. On a Crisp pour le chat. On a un système de rendez-vous en ligne qui s'appelle Setmore. On a voilà, déjà. Et puis déjà pas mal. Pour connecter tout ça, on utilise Make ou Zapier. Donc Zapier plutôt pour des toutes petites choses. Make, ça fait vraiment tout fonctionner. On récolte la donnée comme ça partout. On la fait tomber dans Airtable et ensuite on alimente de nouveau avec un scénario Make une base MySQL qui, elle, va alimenter le CRM. C'est déjà pas mal. Merci Isabelle. On a aussi du coup Émilie, qui est responsable du service système information du port Nantes-Saint-Nazaire. Est-ce que tu peux du coup te présenter un peu plus, nous raconter comment le no-code est arrivé au port, où vous en êtes aujourd'hui sur l'usage du no-code, et comment est-ce que vous l'intégrez aux équipes, en fait, l'internalisez? Bonjour à tous, donc, je suis Émilie Neveu-Lemaire et je suis en charge en effet du service système d'information pour le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. C'est un établissement public qui vise à maintenir les infrastructures pour accueillir les navires. Normalement, toujours quelqu'un qui de près ou de loin a un lien avec le port dans cette région. Donc nous, notre job, c'est de garantir que tous les infrastructures et physiques et numériques sont présentes et opérationnelles pour accueillir à peu près 3000 navires par an, faire pas mal de services aussi aux navires, de réparation, de support dans les escales, et puis également louer notre foncier. Donc c'est des métiers assez variés. On est à peu près 600 collaborateurs qui vont de marins à soudeurs, chaudronniers ou informaticiens. On est une vingtaine au port à justement gérer ce système d'information. Mais c'est 20 acteurs avec des compétences très différentes, puisqu'on gère aussi bien des radars, de la radio, des capteurs AIS, des fréquences hertziennes, que des applications de gestion, de logistique. On entretient notre parc informatique également, donc c'est très, très varié. Alors comment on est tombé dans le no-code? Un peu par hasard, même si on l'avait quand même un peu provoqué.
pour sortir un peu de notre cadre habituel de travail, d'une entreprise un peu monolithique, on a organisé ces dernières années 2 hackathons. Et c'est à cette occasion, lors du dernier hackathon de 2022, qu'une thématique qui portait sur comment est-ce qu'on pouvait fluidifier le passage routier, non pas portuaire, mais vraiment pas les navires, mais la route dans les zones portuaires. Et à ce moment-là, voilà, plusieurs initiatives sont sorties autour de l'idée de faire une application à destination de tous les usagers de la place portuaire. Alors, pour ceux qui connaissent Saint-Nazaire ou Montoire, c'est parfois assez compliqué de circuler au milieu des convois exceptionnels, des camions, et même pour les chauffeurs, c'est très compliqué de trouver leur lieu de livraison, puisque il n'y a pas d'adresse, il y a un pauvre point GPS qui est parfois communiqué, et puis quand on cherche l'entreprise à laquelle on doit livrer la marchandise ou venir réceptionner la marchandise, finalement, l'adresse qu'il y a sur Google, c'est pas du tout l'adresse de l'entrepôt. Donc on a sorti vraiment cette idée de construire une application de guidage. Et le hackathon terminé, quand on est rentré dans la phase de transformation de cette idée dans le projet, on a foncé sur les applications no-code qui ont justement permis de rapidement prototyper, et même au-delà de ça, de devenir directement une application presque utilisable. Donc spéciale dédicace à Benoît Renoux qui est ici, parce que voilà, c'est aussi par le fait de sa participation et son accompagnement qu'on a passé ce cap-là. Donc voilà, c'est plutôt par ce cas d'usage de l'application web que c'est arrivé. Merci. Et là, on va passer du côté utilisateur du no-code à l'autre côté, celui de l'éditeur. Benoît Marie, tu es cofondateur de l'outil no-code français XAR. Est-ce que tu peux nous dire comment le no-code, comment toi personnellement tu as découvert le no-code? Pourquoi la création de XAR dans un écosystème et un paysage où il y a déjà aussi beaucoup d'outils? Qu'est-ce que fait XAR? Peut-être le présenter aussi brièvement à tout le monde. Et est-ce que tu peux nous donner un peu une image de la typologie de vos clients que vous avez aujourd'hui qui utilisent votre outil? Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, comment je suis venu au no-code? Moi j'étais dans un métier plutôt dans le public, et je me suis dit, c'était en 2018, je me suis dit c'est quand même pas possible qu'en 2018 on doive encore passer par des cahiers des charges, des user stories, un développement long, des allers-retours avec la DSI qui sont un peu painful, et tout ça pour un delivery qui est assez faible et qui est très long. Et donc c'était un problème qui me tenait à cœur, que j'ai pas mal vécu, et je me suis dit comment on peut faire pour changer ça. Je pense qu'il y a des manières. Et donc, on a commencé comme ça, à se dire comment on peut faire pour créer un outil qui va permettre de très rapidement développer tous les petits logiciels internes d'une entreprise, sans passer par des semaines et des semaines de prise du besoin, cahier des charges, etc. Donc ça, c'était la première pierre. Partie de là, effectivement, il y a tout un chemin à faire, parce que pour permettre à quelqu'un de créer n'importe quel type de logiciel, il y a beaucoup de fonctionnalités à délivrer. Et donc, il a fallu au moins 2 ans de R&D avant de réussir à faire un premier petit produit. Et du coup, ce qu'on permet de faire aujourd'hui, c'est de créer n'importe quel logiciel interne en seulement quelques jours. C'est ça la proposition de valeur. Et nos principaux clients aujourd'hui, ça va être principalement des grosses entreprises, donc de type Enedis, groupe BPCE, mais aussi dans le public, avec des départements, des régions, des grandes villes, des métropoles et aussi des ministères. Donc l'objectif, c'est d'aller directement dans la DSI, c'est-à-dire de se dire, ok, la DSI, aujourd'hui, souvent il y a des frictions entre métier et DSI parce que c'est plutôt des empêcheurs de tourner en rond. Comment on fait pour réenchanter cette expérience et faire en sorte que les métiers soient satisfaits du service de la DSI, que la DSI soit satisfaite de servir les métiers et qu'il y ait une reconnexion entre les deux, grosso modo. Et donc, pour ce principe-là, on s'est un peu posé, et pour moi, il y a 3 valeurs fondamentales qui nous ont semblé assez évidentes, et donc qui dirigent tout ce qu'on fait, et qui dirigent un peu toute notre roadmap et toute notre manière de faire, qui sont, le fait d'être local, c'est-à-dire de se dire, en fait, moi j'essaye d'acheter mes légumes et mes fruits localement, pourquoi on n'achèterait pas aussi son informatique localement avec des personnes qu'on connaît et avec qui on travaille au quotidien? Donc de relocaliser la partie informatique, du coup avec une grosse dimension souveraine, où on héberge tout en France, sur des serveurs qui sont français, et avec une garantie qu'il n'y a aucune puissance étrangère qui puisse accéder aux données. Ça, c'était un premier point.
Le deuxième point, c'était surtout ce qui était conformité et sécurité. Comment on fait pour proposer un système solide, qui soit scalable, qui soit sécurisé et qui réponde à toutes les exigences de type RGPD, hébergement données de santé, etc. Et le troisième, c'était l'urbanisation. Comment je fais dans un système d'information existant pour m'intégrer très rapidement à ce qui existe déjà, sans qu'il y ait de rupture. Et donc l'objectif à terme étant d'éradiquer tout ce shadow IT en se disant, en fait, la DSI va former des personnes en interne de la DSI, va aller auprès des métiers avec un outil qui va très vite, et du coup se poser à côté du métier pour développer avec lui, en quelques jours, là où on mettait un certain temps pour juste rédiger le cahier des charges, ce même temps est utilisé pour mettre en prod l'application. C'est ça l'objectif. Et ça ne peut être pour moi le cas qu'en étant sécurisé, conforme, scalable et aussi urbanisé. Donc ça, c'est la première typologie d'utilisateurs, ça va être plutôt les grands groupes et plutôt les DSI de grands groupes. La deuxième typologie d'utilisateurs, ça va être les PME et les TPE qui ont envie d'avoir un système global qu'ils ont pensé par eux-mêmes, parce que je pense que chaque entreprise, surtout dans les PME et TPE, est très liée aux personnalités qui la composent, et qu'on est dans une société depuis une trentaine d'années où on est passé de l'hyper-groupe, c'est-à-dire de la communauté, qu'elle soit familiale, religieuse, peu importe, à l'hyper-individu. Aujourd'hui, tout est pris à l'aune de l'individu et c'est nos décisions qui nous définissent en tant qu'individus. Et dans une entreprise, c'est pareil. Et donc, il y a un besoin de personnalisation et de ne pas utiliser des SaaS qui existent déjà, de les tordre dans tous les sens, surtout quand ils sont américains. Et il y a plus un besoin de faire du sur-mesure par rapport à chaque personne qui compose l'entreprise pour gagner en efficacité et pour gagner en esprit de corps autour de l'entreprise. Voilà. Merci. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Du coup, on a 3 beaux profils très différents. On a l'éditeur, on a 2 usagers, usagères, avec une personne des métiers et une personne de la DSI. Pour information, on va ensuite continuer à discuter pour vous partager des réflexions, des retours d'expérience aussi sur des choses éprouvées. On va essayer de garder 10 à 15 minutes sur la fin de la conférence pour aussi pouvoir discuter avec vous. Donc s'il y a des moments où vous avez des questions, si vous avez des a priori que vous voulez confronter par rapport à nous, nos retours, n'hésitez pas à les garder en tête quelque part. On pourra en discuter sur la fin. Du coup, pour démarrer un peu les échanges, est-ce qu'on peut revenir à toi, Isabelle, et aller creuser un peu plus sur le cas précis, le cas d'usage, de comment le no-code est arrivé, et surtout aujourd'hui, comment ça se passe et quelles sont les relations avec la DSI. Comment est-ce que cette brique vient s'imbriquer dans l'écosystème? Alors nous, ça a été... En fait, c'est pas avec la DSI qu'on a travaillé. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas le temps. Et donc, en fait, on a assez vite, comme il fallait qu'on augmente les effectifs dans l'école, mais donc ça, c'est soit augmenter le nombre de contacts qu'on avait, soit augmenter le taux de transformation, mais en restant à 2 personnes au niveau de la communication pure, et puis donc les ressources identiques. Donc si on voulait augmenter, on ne pouvait pas continuer à faire comme on faisait, donc il fallait faire autrement. Sachant que comment vous faisiez, parce qu'on peut aussi reposer cet élément. Je vais donner un exemple comment on faisait. Et ben, déjà, dans les salons, on avait des fiches papier. Donc ça faisait sur l'année entre 2500 et 3000 fiches papier saisies à la main. Donc on perdait entre 5 et 10% des contacts parce que les emails étaient mal saisis, par exemple. Ça veut dire que quand on envoyait au tout début, quand je suis arrivée, donc là c'était il y a 9 ans, quand on voulait faire un emailing, il fallait faire une demande 3 semaines avant au SI, qu'il envoie l'emailing, et on avait 0 stat en fait. Et encore, il y a 3-4 ans, on n'avait que 4 journées portes ouvertes. C'est des moments importants dans le recrutement. Et donc on envoyait un email d'invitation pour chaque, parce qu'à chaque fois, en fait, il fallait que j'exporte à la main les données, donc un fichier CSV, que je réimporte dans un outil d'emailing quand on en a eu un. Donc c'était juste pas possible. Aujourd'hui, on a 9 journées portes ouvertes. Il y a un effet volume d'action que l'on fait. Il faut qu'on automatise, il faut qu'on aille plus vite. Et donc voilà, donc on se dit comment on fait autrement. Donc on vient dans des événements comme MICIP qui sont sur l'innovation. On regarde comment font les autres.
Et voilà, et là on a commencé à travailler, à réfléchir. Alors, moi je disais souvent que notre développeur informatique c'est Google en fait. Et il se trouve qu'après, en venant ici, on a rencontré une société qui s'appelle PandaSuite, qui nous a mis en relation avec une développeuse, et on a fait notre première web app avec PandaSuite. Et avec cette développeuse, on a vraiment, elle s'appelle Madeleine Pifariti. Elle comprenait ce qu'on lui disait, voire elle enrichissait nos idées. Et c'était fluide en fait, et là on est commencé à faire des choses. Sauf qu'on était bien consciente qu'on était sur de la donnée personnelle, etc. Donc on a prévenu la SI. Moi tous les ans je leur donne une liste des outils qu'on a. Ils savent ce qu'on utilise, ils savent ce qu'on fait, mais comme on n'est pas sur les mêmes timings, on travaille très très peu ensemble, ce qui n'est pas tout à fait logique. On aimerait bien pouvoir échanger, mais on n'a pas d'espace pour le faire, et pour le moment c'est pas encore comme ça. Donc voilà comment on a commencé dans le no-code. Et puis en fait, l'appropriation, c'est tellement pragmatique. On est en autonomie dessus. Après, voilà, on fait pas non plus n'importe quoi. On a des référentiels, et tous nos formulaires, même si on a, je crois qu'on a 25 formulaires différents, ils utilisent toujours les mêmes valeurs de champ qui sont celles des référentiels, par exemple. Donc, quand on livre de la donnée au CRM, qui lui est piloté par le SI, ça match quand même. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Mais du coup c'est des métiers qui utilisent directement les outils technologiques, sans raccordement et sans harmonisation avec la DSI, pour développer. Et vous, ça vous fait monter en compétence, en autonomie. Vous gagnez beaucoup aussi en fluidité. Le fait d'avoir vos outils internes dont vous avez réellement besoin, qui sont bloquants, vous les avez tout de suite. La dernière fois qu'on a demandé le développement d'un formulaire au SI, il a été livré 1 an et demi après, quoi. Aujourd'hui, en 1 heure, on le fait. Donc, mais parce qu'on n'est pas dans leur priorité, en fait. Oui. Autant se charger nous-mêmes, si on en a vraiment besoin, autant le faire nous-mêmes. On est quand même dans une zone un peu de shadow IT, qui est quand même, je pense, un sujet dont il faut parler à un moment donné, puisque shadow IT, comme Émilie, tu disais plus tôt, ça coûte cher aux entreprises, et c'est pas forcément volontaire de la part des collaborateurs, collaboratrices. Aujourd'hui, le no-code est assez méconnu. Ça va être plus facile de dire aux gens, est-ce que vous connaissez Airtable ou est-ce que vous connaissez Notion, que dire, est-ce que vous savez ce qu'est le no-code. En fait, beaucoup de gens utilisent ces outils de programmation sans savoir que ce sont des outils de programmation, sans avoir de notions, de méthodes sur comment bien les utiliser, bien les pratiquer. Et donc, en fait, ça développe aussi du shadow IT involontaire, où c'est aussi très compliqué. Peut-être que, je ne sais pas si Benoît Marie ou Émilie, là-dessus, vous auriez un élément à ajouter. Moi, je pense effectivement que c'est un cas typique de ce qui arrive très régulièrement et de ce pourquoi nous, on va voir les DSI, c'est de dire, effectivement, les métiers, ils développent des petits trucs de leur coin parce qu'on ne répond pas assez vite à leurs demandes, parce qu'on a d'autres chats à fouetter, parce qu'on a déjà plein de fournisseurs logiciels à gérer, parce qu'on a moins de développeurs qu'avant, parce que X ou Y raison, on a moins de budget pour innover. Et donc, on laisse une zone floue qui permet de donner de la place au métier pour créer des choses sans être sans être urbanisé du coup, et sans être potentiellement sécurisé, sans être conforme à la politique d'entreprise sur la donnée. Cependant, si on voit les choses à l'inverse, si on se dit, en fait, maintenant, ça va être plutôt la DSI qui va reprendre ça à sa charge, et on va envoyer quelqu'un de la DSI auprès des métiers pour qu'ils développent pour eux très rapidement, les métiers sont régulièrement pas contre, et sont même quasiment tout le temps pas contre, parce que rester dans un environnement sûr et contrôlé, ça rassure, et se dire qu'on ne le fait pas nous-mêmes et qu'on donne juste ce dont on a besoin et qu'on le fait ensemble, c'est beaucoup plus agréable pour quelqu'un qui a d'autres chats à fouetter de sa journée que de développer des choses, alors que c'est plutôt le rôle d'une DSI. Je pense que globalement, on a une très belle illustration du pourquoi aller sur le no-code, pourquoi l'accueillir, pourquoi le considérer. Globalement, si à un moment donné ça arrive, souvent ça va rentrer par les métiers, puisque ça va venir compenser un besoin qui n'est pas répondu à l'instant T. Donc les métiers vont chercher par eux-mêmes. Donc globalement, si jamais s'il y a ce besoin-là, c'est que les métiers en ont besoin. Comme tu nous le rappelais un peu plus tôt, c'est le métier aussi des DSI que de soutenir et d'accompagner les métiers de l'entreprise. Donc globalement, si c'est là, il y a une raison.
c'est important de le comprendre et de discuter aussi ensemble des solutions. Donc, sachant qu'il y a plein de solutions possibles, le comment, il est très très large, le spectre est très très large, les outils, il y en a énormément, donc en fonction de vos contraintes et de vos besoins, vous pouvez trouver. Après, tout ça s'ajuste. En tout cas, le rejet n'est jamais une bonne réponse, peu importe la situation, ou en tout cas très très rarement. Donc, vous devriez y aller si ça arrive. Discuter, échanger, comprendre. Et on va peut-être passer à la deuxième étape, le pourquoi en fait c'est un sujet de DSI et pourquoi c'est au DSI de s'approprier ce sujet. Peut-être Émilie, tu peux nous partager ton avis là-dessus et ta vision du no-code en tout cas et de comment l'internaliser. Oui, alors en effet c'est le premier point qui en fait un sujet de DSI, c'est que c'est finalement un stack technologique et que ça fait partie de son périmètre de responsabilité. Donc ça, c'est l'architecture, que ça fait aussi appel à des compétences de développement, de code, de réflexion, de logique qui peuvent être dans d'autres cerveaux. C'est tout à fait intéressant, mais voilà, qui font aussi partie des compétences que peuvent avoir des développeurs. Ça fait partie du périmètre de la DSI parce qu'aujourd'hui, en tout cas, de le regarder, puisque c'est un peu comme peut-être on a vu il y a quelques années, on a vu débarquer des éditeurs de logiciels qui vendaient aussi très facilement des outils pour faire du reporting à la main directe des utilisateurs, des tableaux ClickView ou autres. Et ben c'est pour ne pas subir, il faut mieux avoir regardé cette thématique qui n'est pas passagère a priori et pour laquelle il faut mieux se faire une idée, se donner des clés de choix pour anticiper et peut-être même être force de proposition. Pour le coup, nous, l'approche qu'on a eue avec ces plateformes-là, c'est un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça nous a permis de faire avancer des couvertures applicatives, des propositions de fonctionnalités que les utilisateurs n'avaient ou pas vu ou n'avaient pas l'idée de faire. Enfin, on a eu quelques ateliers au début où même les embarquer dans ce qu'on leur montrait soulevait beaucoup de freins, mais de terrain, de métier pur, pas lié à la technologie. Donc ça a au moins permis de démontrer qu'on pouvait faire des choses simples qui les accompagneraient à leur hauteur face à leurs problématiques. Et moi, ce que je trouve dans ces technos-là, alors sans avoir considéré que ce que je fais aujourd'hui, ce sera ce que je ferai demain, mais c'est cette logique de se pencher directement sur faire, voir ensemble, en quelques ateliers. On aurait pu avoir notre application prête et mise en œuvre, lancée. Le frein, il est venu du temps qu'il fallait pour que les équipes internes se l'approprient, décident de se dire que ça avait une valeur et qu'on allait identifier sur le terrain des clients tests. Même si voilà, tous les jours, ils répondent au téléphone à des chauffeurs routiers perdus, même s'ils passent leur temps à expliquer comment on accède au hangar 15 ou au portail numéro 3. Donc, c'est le fait de leur montrer que c'était possible peut-être de voir les choses autrement et rapidement, ça a été un outil qui, au bout de quelques temps, a permis d'avancer, quoi. Ouais, et je rebondis là-dessus, puisque un peu plus tôt, quand on discutait, quelque chose qui avait été intéressant quand vous discutiez toutes les deux, où Émilie, tu disais, en fait, nous, s'il n'y avait pas eu ce hackathon et qu'on n'avait pas testé et vu l'outil no-code, on aurait beau en entendre parler, c'était pas une priorité non plus. Ça aurait mis plus de temps là d'avoir eu cette opportunité via le hackathon de tester, de voir la démonstration sous les yeux. Ça a permis aussi de vous débloquer des choses et d'avoir cette curiosité. Donc il y a cet élément-là aussi qui était intéressant en tant que DSI, de dire si j'avais pas vu de mes propres yeux, que j'avais juste continué à entendre, c'est vrai que j'aurais oui, peut-être pas, on sait pas. Mais si, parce qu'on est un peu formaté dans les travers que tu disais tout à l'heure. Finalement, moi je suis confort quand j'ai un beau cahier des charges. Donc c'est des outils qui font un peu sortir de la zone de confort. Hein. Il a fallu se faire un peu violence sur certains points, notamment comment on teste. Oui, mais si c'est pas bon et que ça se voit, sauf qu'on réagit très vite, ça se corrige rapidement. Comment on remonte les feedbacks, on ajoute juste une fonctionnalité et l'utilisateur il se sent écouté parce
parce qu'il va pouvoir dire ce qui ne va pas. Donc même si on fait une phase de bêta-test, elle est hyper productive. Donc tout ça, ça vient lisser des étapes qui jusqu'à présent étaient vues comme des passages obligés, difficiles, parfois qui entraînaient un arrêt du projet. Là, j'avais pas dépensé beaucoup d'argent, ni beaucoup de temps, j'avais embarqué des utilisateurs, et au pire, ça s'arrêtait, c'était pas dramatique. Et même, je vais aller un cran plus loin, donc l'application n'est pas encore tout à fait en usage, mais ça ne devrait pas tarder, pour d'autres raisons que celle du développement. Mais c'est vrai que si demain, elle tient ses promesses et qu'elle est très utilisée, qu'on a même un souci de stack technique, de charge, de coût, je ne crains pas le fait de pouvoir en changer rapidement. Alors que quand je fais un choix de technologie interne sur des plateformes en PHP, je ne change pas ça du jour au lendemain. Donc ça ouvre, je pense, à une autre pan de vision. Je ne vais pas l'appliquer à l'entièreté de mon SI, mais ça ouvre pour certains cas d'usage un nouvel espace où justement la DSI peut être force de proposition et accompagner le métier. C'est agréable. Est-ce que Marie, peut-être là-dessus, sur l'importance aussi que ce soit la DSI, toi, souvent, tes interactions avec les clients, c'est pratiquement toujours avec les DSI. Oui, en fait, en soi. Le tout, c'est vraiment sur le cadrage, c'est-à-dire comme tout va beaucoup plus vite, comme tout est beaucoup plus rapide et du coup efficace, il faut que tout soit beaucoup plus cadré et processé, comme tout ce qui va vite. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est une politique, c'est une vraie politique, c'est pas juste un petit test sur un coin de table, je me lance et je définis bien qui fait quoi, quand, où, comment, pourquoi, pour éviter toute zone d'incertitude. Dès qu'il y a de l'incertitude, de toute façon, c'est du foutoir. Donc l'objectif, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'enlève comme incertitude? Par exemple, je dis au métier, je vais t'enlever l'incertitude parce que c'est pas toi qui vas développer, c'est moi. Je vais t'aider, je vais venir vers toi, on va le faire ensemble et ça va bien se passer. Regarde, on essaye une première fois, en 3 jours, je t'ai sorti un truc, t'es hyper content parce que en plus, ça vient de ta tête et je te fais exactement ce dont tu as besoin. Je te demande pas de t'adapter à un truc qui existe déjà. Et donc, la preuve par l'exemple est le process de A à Z avec plusieurs paramètres liés à ça. Donc, la partie comment je prends le besoin, la partie comment je délivre, comment je teste, mais aussi comment je fais monter en compétences les uns et les autres, et toute la partie liée au support derrière. Parce que si on jette juste un petit logiciel dans la nature, c'est un peu comme partout, mais ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est de se dire comment aussi on enlève l'incertitude liée au support et comment on fait pour que les personnes qui utilisent le logiciel puissent avoir une oreille attentive qui leur permet de faire évoluer les choses, parce qu'on est dans un monde qui évolue très vite, donc les outils doivent évoluer extrêmement rapidement aussi. C'est un des gros avantages du no-code. Mais c'est pas parce que c'est du no-code que du coup on n'a pas les mêmes sujets que sur le code. On en avait encore identifié ce midi. Comme du code, le no-code doit être maintenu, doit être surveillé, il faut faire attention à la sécurité. Il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve qui sont des parallèles en fait. Souvent on a des mots différents puisqu'on n'est pas nous forcément issus de cette communauté de code et on n'a pas ce langage-là. Donc on met des mots différents, mais à la fin on retrouve les mêmes questionnements et les mêmes problématiques. Si on rassemblait un peu tout ce que chacune a pu déjà expérimenter, tester, voir, si on devait faire une checklist des éléments à prendre en compte dans la décision, sachant que, par exemple, c'est ton cas, Émilie, le no-code n'est pas déployé sur toute la DSI. C'est sur un projet test expérimental où pour l'instant ça se passe bien. Et après, il faudra voir aussi avec le recul. Mais dans l'idée, sur un projet, sur le fait de décider d'aller sur du no-code ou sur du code ou sur d'autres logiciels, quels pourraient être, et là je pense qu'on va un peu plus discuter et se partager la parole, mais les points vraiment à penser et à avoir en tête. Quelques-uns, peut-être un peu dans le désordre, mais déjà... Donc on voit qu'il y a pléthore d'outils. Donc si on regarde juste la partie solution, c'est pas simple de faire un choix. Donc il faut en effet se poser un peu des critères. Et je pense qu'il faut aussi chercher qui peut nous accompagner si vous n'avez pas à portée de main quelqu'un qui a des compétences sur ce périmètre-là, ce qui bouge aussi très vite, qui peut accompagner, mais en tenant compte de votre typologie d'entreprise, parce que si on prend, il peut y avoir des exigences de cybersécurité particulières, de souveraineté sur les données, tout ça c'est vos caractéristiques. Et au vu de la multitude de produits, il faut en effet déjà réfléchir à ces critères de sélection. Donc, je dirais déjà... Sachant qu'il y a beaucoup, ouais. il y a réellement beaucoup d'outils disponibles.
disponibles. Donc globalement, il devrait y en avoir à peu près un qui réponde à vos contraintes. Voilà. Mais oui. Donc déjà, pour choisir les produits avec qui on regarde ça, qui peut nous aider à lire entre les lignes. Si on reste sur le volet ressources, qui aussi en interne ou dans son équipe proche peut porter, regarder, accompagner ce déploiement-là, parce que c'est pas hors sol. Il y a un moment, en effet, ça se maintiendra, ça évoluera, il y aura des incidents, il faudra intervenir, réagir. Donc pour le coup, il faut avoir quelqu'un à qui confier ce volet-là. Bien sûr, nous, on est un établissement public, donc on peut avoir quelques considérations particulières. Donc on a regardé la souveraineté, le lieu de stockage des données, les types de contrats. Il faut qu'on parle de la carte bancaire. De la carte bancaire ? Ouais, je pense. C'est très bête, je pense. Il faut que vous ayez dans votre poche, si vous êtes comme moi, votre agent comptable ou votre service comptable, parce que pour le coup, les applicatifs qu'on a utilisés sont principalement basés sur des paiements en ligne. Je n'ai pas décidé de mettre mon argent au service de ma société, mais du coup, non, c'est des petits détails, mais j'ai mis plusieurs semaines à réussir à obtenir le paiement des comptes, puisque en effet, ça se fait tout en ligne avec des reconductions automatiques, des paiements qui dépendent du volume de consommation, donc ça fait un peu peur aux financiers, mais bon, on s'en est sorti. Maintenant, ils n'ont même plus peur. Ils ne nous ont pas laissé la carte pour autant, mais... non, mais c'est quelque chose, je pense, quand on est collaborateur, collaboratrice, critères, en effet. Simple utilisateur de no-code, on n'y pense pas forcément. Moi, il a fallu que je sois confrontée avec mes premiers clients qui avaient cette problématique pour me rendre compte. Et c'est vrai que c'est assez commun sur les... Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans une DSI qui ont la carte bancaire de l'entreprise c'est pas, avec eux, donc c'est une vraie problématique. Il n'y a pas de solution miracle là-dessus, hein. Non, mais ça veut dire qu'il faut aussi regarder ce volet, si c'est possible pour vous, dans quelles conditions, en quelle devise. Ça peut être un problème, je pense, dans certains cas. Après, peut-être voir si tous les deux, vous avez aussi des points à ajouter. Moi, je dirais qu'il y a effectivement plein d'outils et qu'il y a plein de critères à prendre en compte, mais qu'au-delà d'une DSI de 5 personnes, c'est-à-dire à partir du moment où on a une DSI de 5 personnes ou plus dans une société, ça devient un peu différent parce qu'il y a des problèmes de protection des données, des problèmes de sécurisation de l'ensemble de l'infrastructure, etc. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme est-ce que j'ai plusieurs environnements, donc est-ce que j'ai un environnement de test de prod, est-ce que je peux gérer mes utilisateurs, par exemple si je veux qu'une personne de ma DSI qui est stagiaire ou alternant puisse créer, est-ce que je peux l'empêcher de créer des données à la volée, de créer des colonnes de données à la volée, des choses comme ça, ou pas. Et puis après, il y a effectivement toute la partie intégrée, c'est-à-dire en tant que DSI, je ne peux pas forcément me permettre d'avoir 50 logiciels à maintenir, 50 logiciels avec un touchpoint régulier avec eux, etc. Donc j'en choisis un qui fait à peu près tout, dans l'idéal. Et donc qui est bien intégré à moi ici, qui a une petite interface pour la RSSI, une petite interface pour la DPO, qui permet de gérer tous ces droits-là, qui permet de globalement avoir une vision globale de tout ce qui se fait dans mon entreprise et une vision et une couverture globale de fonctionnalités. Ce qui est beaucoup moins le cas pour les petites boîtes, les PME, TPE, où effectivement, là, il y a peut-être beaucoup moins cette problématique-là, où on peut effectivement avoir une stack de plusieurs logiciels qui font chacun leur petite chose, et surtout avec grosso modo, il y a beaucoup moins de besoins sur la conformité et la sécurité. Donc, peut-être, même si c'est hyper important, je pense, dans toutes les entreprises, mais dans certains cas, il n'y a pas de traitement de données personnelles, il n'y a pas besoin de RGPD, des choses comme ça. Ouais, pour compléter cette partie-là, peut-être donner une définition, parce qu'on n'a pas forcément toutes et tous le même niveau d'information sur les outils no-code. On a deux grandes catégories d'outils. On a ceux qu'on appelle les outils intégrés. C'est une full stack, comme on pourrait dire en code, qui a à la fois le front, le back, les automatisations, la base de données, etc. Ça intègre vraiment tout. Et à l'opposé de ça, on a des outils qu'on appelle modulaires, qui ont une fonctionnalité. Donc dans les outils qu'on a pu mentionner, il y a eu par exemple Make et Zapier, qui sont les deux grosses solutions les plus populaires aujourd'hui à l'international sur de l'automatisation. Après, il y a des solutions open source qui existent ou des alternatives, mais donc il y a cela. Airtable, par exemple, est un outil qui gère une base de données, mais il y en a d'autres.
On peut avoir Baseroo, par exemple, qui est open source. On peut avoir dans le back-end, par exemple, on a Xano. Enfin, en tout cas, c'est chacun a sa verticale. Et du coup, pour avoir un environnement complet, il faut avoir plusieurs outils qui se complètent les uns les autres. Et donc, par exemple, XAR est un outil intégré qui gère tout. Et forcément, c'est évidemment plus facile d'avoir qu'un seul outil à intégrer dans une DSI qui a déjà plein d'outils. Et c'est vrai que souvent, quand on démarre un peu de zéro et qu'on n'a pas d'outils en place, on peut se permettre plus facilement d'aller sur plusieurs outils et d'avoir de l'hyper-personnalisation sur chaque étape. Alors moi, d'un point de vue juste pragmatique, c'est notre développeuse qui nous a montré qu'en faisant CTRL, MAJ et I, on voyait le code, et du coup, on peut découvrir, quand on a des sites qui nous plaisent, avec des fonctionnalités qui nous intéressent, retrouver quels outils ils utilisent. Donc il y a quelques trucs qu'on a repérés comme ça. Et après, je sais que j'ai beaucoup regardé à l'époque les vidéos de coup d'État, les vidéos de la cantine aussi, où on voit les outils, on voit des démos, et ça aide à se faire une idée. Et effectivement, après, de savoir si dans les sites qu'on aime bien, est-ce qu'il y a, ou même des gens qu'on aime bien, qu'on sait qu'on va pouvoir interpeller, en fait, et savoir avoir leur retour direct pour choisir un outil. Parce qu'il y a tellement de... Enfin, je crois qu'il y a eu un article là, de Fred Cavazza sur ça. Je crois que sur les outils techno-marketing, il y a 34 000 outils. Donc c'est juste impossible de... Enfin, à un moment donné, il faut choisir un et puis y aller, quoi. Mais le côté, est-ce que la FAQ est accessible en français, tout le système d'aide en français, si jamais il y a des gens qui ne sont pas super à l'aise en anglais, c'est important. Et puis il y a la rapidité à laquelle ils répondent quand on envoie un petit message, voilà, ça fait la différence. Et après, et le côté, je sais que nous, par exemple, on a choisi notre outil de chat, donc il y en a plein. Il se trouve qu'il y en a un qui est à Nantes, plus ou moins, qui s'appelle Crisp. Et ça faisait partie des critères, en fait. Et après, moi, je rajoute aussi simplement qu'il y a aussi le côté humain. Je pense qu'on n'est pas très longtemps sur Terre, tous ici. Donc, on passe du temps avec des gens, autant que ce soit des gens sympathiques. Et effectivement, dans les différents outils qu'on peut choisir, le mieux, c'est de choisir des gens avec qui on s'entend bien. Et aussi qui ont une philosophie qui nous plaît, tant qu'à faire, pour encourager certaines philosophies plutôt que d'autres. Et donc, peut-être faire un petit peu attention à ça. Voilà. Le partage des valeurs. Il y a aussi un élément que nous, on a un peu mentionné par-ci par-là, mais je pense que c'est important de le dire, parce qu'effectivement, ça fait partie des retours qui sont faits un peu sur des préjugés faciles ou autres. Le no-code, je pense, ça casse beaucoup la temporalité habituelle des projets numériques. C'est extrêmement rapide. Souvent, c'est très rapide de démarrer sur l'outil. Après, de se perfectionner, ça prend un peu plus de temps, mais on peut aller très très vite à avoir des fonctionnalités et une application interne fonctionnelle tout de suite. Mais du coup, c'est pareil, les outils en eux-mêmes changent énormément. Très vite. Il y a des fonctionnalités qui sortent. Et donc, par exemple, on avait mentionné, ça peut arriver des fois que quand on doit faire le choix sur son outil, on part sur un outil puisqu'il a toutes les fonctionnalités qu'il nous font. Peut-être pas parfait, mais l'autre outil qui aurait été parfait, il lui manque vraiment ce truc très important. Et en fait, 2 mois plus tard, cet autre outil qu'on n'avait pas choisi, il la sort, la fonctionnalité, il l'a. Et c'est vrai que c'est des choses, ça arrive. C'est pas anecdotique du tout, hein, c'est des choses... en fait, tout est accéléré. Les fonctionnalités sont accélérées sur l'évolution même des outils, le fait de shipper les projets aussi, le fait de scaler les projets. Et en fait, il y a beaucoup ce truc de, même si je dois tout recommencer sur un nouvel outil, mais en fait, vous faites ça aussi en code par moment. Ça vous arrive des fois de changer de langage pour basculer parce que à l'époque, ce langage correspondait bien aux besoins et aujourd'hui, avec l'évolution, ça ne correspond plus. C'est juste que vu que les délais sont très très raccourcis, tout est accéléré, et effectivement, on le voit plus souvent. Mais après, dans le temps, ça se stabilise. Mais en tout cas, c'est aussi un élément à prendre en compte et à accepter aussi, parce que c'est cool d'avoir quelque chose qui est rapide, mais ça peut être aussi déstabilisant, je pense, d'avoir quelque chose qui change aussi souvent. Il y a ce côté-là. Donc, c'est effectivement des éléments, il faut l'accepter et aller en prendre le positif là-dedans.